Voilà. Alors, l'exemple d'application que je vais vous faire, donc d'abord, il y a un exemple d'application que vous pouvez retrouver, vous pouvez télécharger directement sur mon compte GitHub. C'est un bon exemple en tout cas, j'estime, je l'ai fait dans cet exemple-là, j'ai intégré pratiquement, quelqu'un qui fait cet exemple, qui le comprend, c'est pratiquement, il va faire un tour sur TensorFlow.js, il va comprendre comment ça se passe. Alors en fait, dans cet exemple-là, je vais utiliser un dataset qui est très connu, notamment les gens qui travaillent dans machine learning. Il y a un dataset qui s'appelle Iris dataset, qui définit, soi-disant, des données sur trois catégories de fleurs. Trois catégories de fleurs. Bon, il y a une catégorie Iris setosa, Iris versicolor et Iris virginia, soi-disant. C'est-à-dire, nous sommes en train de faire une classification trois catégories. Mais après, pour cela, pour créer un modèle qui apprend, dès que je lui donne des informations, il va me dire, voilà, ça c'est cette catégorie ou bien l'autre, j'ai besoin d'un dataset. Alors ce dataset, donc, vous le cherchez sur ce lien. En tout cas, s'il y a les gens qui travaillent dans le domaine de data science, Kaggle, bon ça il faut le retenir, donc c'est là où vous allez trouver vraiment tout ce que vous voulez en termes de dataset. Il y a plein de datasets qui sont publiés chaque jour. Et si vous cherchez à créer, vous travaillez dans un domaine médical ou l'aéronautique, vous fermez vos yeux, vous dites n'importe quoi, en principe, vous trouverez minimum un certain nombre de datasets que vous pouvez utiliser pour entraîner vos modèles. En tout cas, ce dataset, il se compose de quoi? Normalement, il se compose de 150 exemples. Alors, chaque exemple, chaque ligne du fichier que vous voyez là, il précise quatre informations. Alors, il y a ce qu'on appelle le sepal length, la longueur, sepal width de la fleur, pétale length et pétale width. Donc, c'est des caractéristiques des fleurs. On va mesurer donc un certain nombre de caractéristiques, mais après, on va dire, et après, par exemple, vous avez pour telle valeur, par exemple ici, vous avez à la fin, vous avez la classe. Et la classe, par exemple, ici, c'est 0. Et 0, ça veut dire, c'est la classe que vous voyez là, c'est Iris setosa. Okay? Alors, tout ce que vous voyez là à la fin, donc vous voyez ici, donc chaque ligne se compose de combien de nombres? Il y en a 4. D'abord, sepal length, sepal width, pétale length, pétale width. Et la dernière, c'est quoi? C'est le output, la sortie. Ça, c'est un dataset étiqueté. J'ai les entrées, les inputs, et j'ai output. Alors, vous avez également, il y a un ensemble de données de la classe 1. Il y a d'autres exemples de données pour la classe 2. Donc, c'est-à-dire il y a 3 classes. Okay? Alors, sauf que moi, ce que j'ai fait, bon, normalement, ça, c'est des pré-traitements que vous faites d'habitude dans le machine learning. C'est que quand vous voulez entraîner un modèle, vous allez l'entraîner avec un dataset, mais après, il vous faut un autre dataset pour tester le modèle, pour évaluer le modèle. Alors, ce qui fait que ce que j'ai fait moi, donc j'ai préparé en quelque sorte de fichiers iristrain.csv, donc qui contient 120 instances pour l'entraînement. Et après, j'ai pris les 30 instances, c'est-à-dire un pourcentage, c'est pour le test, pour faire la validation du modèle. Alors, d'habitude, vous prenez le 10%, 15%, 20%, souvent pour tester. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand vous allez tester le modèle et ce qu'il a appris, il faut lui donner des exemples qu'il n'a jamais vus, pour être sûr qu'il a appris. Donc ça, c'est le premier exemple que je vais vous montrer. Alors, le deuxième exemple, donc, ça va être tout à l'heure, donc ça va être un exemple dans lequel je vais vous montrer comment utiliser la caméra de l'ordinateur pour tout simplement, on va commencer à lui montrer des objets, on va lui apprendre les objets, après on va voir que lui-même il détecte rapidement c'est quel type d'objet, donc c'est de la reconnaissance, c'est quelque chose d'assez important. Mais il se trouve que la deuxième application, c'est là où je vais écrire moins de code. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais utiliser ML5 JS. Je vais utiliser un modèle pré-entraîné que je vais utiliser pour faire les choses. Voilà. Alors, en tout cas, alors maintenant pour travailler tout ça, alors pour ceux qui veulent travailler donc ces exemples, donc je vais travailler l'application, toutes les applications que je vais créer web, ils vont être basées sur Angular. Framework Angular. Alors forcément pour les gens qui travaillent dans le domaine du web, forcément à un moment donné, ils auront besoin de connaître un framework comme Angular.
C'est très utilisé dans les applications web et mobiles. Sinon, si vous pouvez faire la même chose en écrivant du simple JavaScript, donc c'est pareil. Moi, j'ai choisi plutôt donc de travailler avec Angular, surtout pour les développeurs qui sont déjà capables de développer des applications web et après leur montrer facilement comment intégrer TensorFlow.js dans l'application. Alors voilà ce que je vais faire. Donc, en tout cas, je vais devoir connecter ma machine. Je vais créer un projet Angular et au fur et à mesure, on va essayer donc dans le premier exemple, surtout c'est l'apprentissage. Quelqu'un qui veut apprendre à travailler avec TensorFlow.js, voilà, qu'est-ce qu'il doit faire, etc. Une fois qu'on aurait créé l'exemple, d'ailleurs, la démonstration de l'application, je vais vous la montrer d'abord, elle est là. Alors dans cet exemple-là, voilà ce que je vais faire. Donc dans un premier temps, je vais d'abord vous montrer comment d'abord utiliser, parce que dans TensorFlow.js, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, il y a deux parties. Il y a ce qu'on appelle Core API. Alors en fait, Core API, c'est la partie dans laquelle on a créé des implémentations parallèles des opérations de l'algèbre linéaire. Parce que ça, c'est le noyau des réseaux de neurones, c'est-à-dire le calcul matriciel, l'inverse, transposé, des opérations. Donc, c'est ce que je fais là. Donc, j'ai ici, par exemple, on va créer ce qu'on appelle des tensors. Un tensor, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est une matrice. C'est pas une matrice, mais c'est une structure de données 1D, 2D, 3D, etc., XD. C'est dans la base, c'est une structure de données, mais qui contient des opérations de calcul de l'algèbre linéaire. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle un tensor. Alors ici, donc, j'ai par exemple x, y, c'est de matrices. Et après, calcule le produit de deux matrices. Vous voyez ici, donc, ça me permet de calculer le produit, transposer d'une matrice, transposer de la matrice y. Tout à l'heure, j'ai parlé des fonctions d'activation ReLU, par exemple. Là, ça vous donne le résultat. Sigmoid, bon, c'est une fonction d'activation. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on utilise dans les algorithmes des réseaux de neurones, il est dans Core API. Alors après, donc ça c'est la première des choses que vous devrez maîtriser au niveau du framework. Après, par la suite, maintenant l'exemple que je viens de vous montrer, c'est créer le modèle. Alors je vais créer le modèle. Alors vous voyez donc le modèle que je crée, c'est le même que je vous ai montré tout à l'heure. Alors là, c'est juste une photo qui montre un peu globalement c'est pas très lisible. C'est juste un problème de vue du projecteur, mais après, vous pouvez voir ça. Donc, juste à titre d'indication, la démo, il est enregistré. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez la réécouter jusqu'à ce que... Donc, parce que sinon, c'est difficile de retenir tout ça. Donc, il n'y a pas en termes de contenu, donc juste essayer de voir l'intérêt de chaque chose. Alors, le modèle qu'on va créer, c'est ça. Donc, j'ai un modèle de réseau de neurones. Donc, il y a combien d'entrées dans mon cas? 4 entrées, n'est-ce pas? Les 4, c'est pas lent, c'est pas 8, pétale lent, pétale 8. J'ai une couche de réseau, donc c'est ce qu'on appelle la couche cachée. Alors ici, dans mon cas, je vais utiliser 10 neurones dans la couche cachée. Et si vous ne voyez pas 10, mais en tout cas, il y en a 10. Donc je vais créer 10 neurones. Et après, il y a une couche sortie, output. Alors dans mon cas, il y a combien de sorties que j'ai? 3. Donc, c'est-à-dire combien de classes finalement que je devrais prédire. Donc, vous avez la catégorie Aeris setosa, Aeris versicolor et après Aeris virginia. Alors, en tout cas, pour le cas des réseaux de neurones, donc je vais, dans la couche cachée, je vais utiliser la fonction d'activation. Vous savez, un neurone, ce qu'il fait, il prend des inputs, il fait la somme des inputs des entrées pondérées par les poids, des connexions. Et après, une fois qu'il fait la somme, il utilise une fonction d'activation. Alors, cette fonction d'activation qui doit être non linéaire, qui permet de produire à la fin une sortie. Ça peut être un 0 ou bien un 1, ou bien ça peut être parfois un nombre entre 1 et moins 1. Tout dépend des fonctions d'activation. Alors, dans mon cas, donc, je vais utiliser sigmoid. Alors, sigmoid, c'est très connu, c'est une fonction d'activation, c'est 1 sur 1 plus exponentielle moins x. Alors qu'au niveau de la sortie, donc le layer de la sortie, donc je vais utiliser softmax. Alors généralement, quand vous voulez, parce qu'à la sortie, donc je devrais déterminer la probabilité pour chaque output. Je devrais calculer la probabilité que ce soit
par exemple, telle catégorie ou l'autre catégorie. Si je fais la somme des probabilités, je devrais trouver 1. Donc, souvent, quand vous êtes dans ce genre de scénario, généralement, la fonction la plus utilisée, c'est la fonction d'activation, c'est softmax. Alors, donc ça, j'ai le modèle. Ensuite, je vais charger les données. Alors, mes données sont dans un fichier CSV. Donc, je vais vous montrer comment charger les données. Ils sont là, je vais les afficher. Alors, pour moi, les données, comme je disais, il y a les 4 colonnes plus la sortie, n'est-ce pas? Alors ensuite, je vais entraîner le modèle. Je vous montre comment entraîner le modèle. Alors maintenant, ça c'est la phase d'apprentissage. Alors vous voyez ici, donc il y a un slide bar que je vais utiliser. Au fur et à mesure, donc vous avez l'erreur et en même temps vous avez ce qu'on appelle la précision, accuracy. Donc pour chaque époque, tout à l'heure je vais utiliser l'apprentissage en plusieurs époques. Donc ça c'est la phase d'apprentissage. Alors ici donc c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de couches. Donc la phase d'apprentissage, quand vous êtes en machine learning généralement, il n'y a pas besoin de, ça prend pas beaucoup de temps, c'est pas compliqué. Alors ensuite, également, le modèle, j'ai appris le modèle, mais une fois qu'on a appris le modèle, d'abord on peut l'enregistrer. Comme quoi un modèle, vous avez pris beaucoup de temps pour faire l'apprentissage, mais une fois que le modèle, le cerveau a appris des choses, il faut l'enregistrer quelque part, n'est-ce pas? Alors c'est ce que je vais faire, donc je vais l'enregistrer, save, je vais l'enregistrer en local storage, en local, mais il est enregistré. Et après, une fois que je l'ai enregistré, je vais évaluer le modèle. Évaluer, ça veut dire quoi? Maintenant, je vais utiliser le dataset test. Alors, si je fais ça, vous allez trouver qu'il est à 100%. C'est-à-dire, pratiquement, dans mon cas ici, si vous reproduisez le même exemple, vous êtes à un taux de réussite à 100%. Ça veut dire que tous les exemples dans le test, il a prédit la bonne valeur. Alors, généralement, quand vous avez un pourcentage qui dépasse les 97%, bah vous dites c'est très bien. C'est-à-dire le modèle, il a bien appris. Vous pouvez lui faire confiance. Mais il peut se tromper. Et quand il se trompe, il a besoin d'un expert pour lui dire que ça, c'est pas ça, c'est ça. Encore, il va apprendre. Mais globalement, c'est comme ça que ça se passe. Donc ça, c'est du truc machine learning. Alors en tout cas, une fois qu'il a appris, voilà ce que je vais faire. Donc j'ai un formulaire dans lequel je vais saisir des données quelconques. Et après, je vais lui dire predict. Alors quand je fais la prédiction, il me dit que ça, c'est Aedes setosa. Bon, il me dit que ça, c'est pour ces données-là. Alors je vais changer une valeur ici, donc je vais mettre par exemple 0,09 ou je sais pas, juste des données quelconques qu'il n'a jamais vues. Alors là, il vous dit que ça, pour ces caractéristiques, ça c'est l'autre catégorie. Ainsi de suite. Je ne sais pas, en tout cas, ça vous-même, vous pouvez tester par la suite. On reste le même. En tout cas, globalement. Et après, si jamais vous avez redémarré l'application, vous n'avez pas besoin à nouveau de créer, d'entraîner, tout simplement, on va faire load model, c'est-à-dire comment charger un modèle qui est déjà enregistré. Le modèle, il est chargé, et une fois qu'il est chargé, donc vous pouvez faire toujours la prédiction, vous avez quelque chose d'intéressant. Alors, sincèrement, cet exemple-là, donc je vais commencer à le faire avec vous jusqu'au bout, d'accord? En principe, je ne sais pas combien de temps ça va prendre parce que à chaque fois je vais faire quelques explications, mais en principe, en 1 heure et quelques, vous pouvez faire un truc comme ça avec TensorFlow.js, mais à condition que vous connaissez déjà Angular, c'est un prérequis, n'est-ce pas? Framework JavaScript, à condition que vous avez déjà en fait un certain nombre de prérequis importants. Donc c'est pour cela que je vous dis, quand vous allez commencer à pratiquer, n'hésitez pas de revenir. Il y a un certain nombre de vidéos dans lesquelles, en fait, il y a beaucoup de chaînes sur YouTube qui parlent les bases sur chaque chose. Donc, vous trouvez, par exemple, quelqu'un qui ne connaît pas Angular et qui veut se lancer, dans la chaîne vidéo, vous trouverez donc des cours sur Angular. Vous trouverez donc un certain nombre de choses qui vont vous permettre de maîtriser ça. Alors, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord créer un projet. Alors, voilà les choses que je devrais faire. Donc, d'abord, en tout cas, si vous voulez, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de travailler, donc les outils que vous devrez installer dans votre machine. Node.js, vous aurez besoin d'installer Git, c'est un outil pratiquement important. Angular, alors pour installer Angular, vous utilisez Node.js. Et pour utiliser Node.js, c'est npm install -g, c'est-à-dire global, Angular CLI. Donc ça, c'est l'installation de
Angular. Angular, il est là. Et après, pour créer un projet, vous utilisez ng. Ng, ça veut dire c'est Angular, new, le nom du projet. Alors, c'est ce que je vais faire maintenant. Une fois que le projet est installé et créé, je vais installer des dépendances. Alors, quelles sont les dépendances dont j'aurai besoin? Donc, vous installez npm install TensorFlow.js, c'est le framework. Alors, quand vous dites npm install, ça veut dire qu'il va se connecter à Internet, il va télécharger les librairies, il va les installer. Donc, ça, c'est l'élément important pour nous, c'est TensorFlow.js. J'ai besoin d'installer Bootstrap. Bon, ça n'a rien à voir avec Machine Learning, c'est juste le design CSS, les couleurs et tout ça. Et j'ai besoin d'utiliser Angular Progress Bar. Donc ça, c'est le slide bar que je vous ai montré tout à l'heure. C'est ce que je vais faire rapidement d'abord, avant de commencer. Alors pour l'IDE, donc principalement, il y a Visual Studio Code. Donc si par exemple vous avez l'habitude de travailler avec, vous pouvez l'utiliser. WebStorm, en tout cas. Mais pour les gens qui travaillent avec Java d'une manière générale, Java côté backend et du JavaScript front-end, il n'y a pas mieux que IntelliJ. Donc c'est l'IDE que j'utilise ici, donc c'est IntelliJ. Alors je suis dans un dossier, donc je vais utiliser ng new. Je vais créer un projet que je vais appeler Iris machine learning inset tf.js inset. Alors en fait, ça c'est la première des choses que je vais faire. Donc je crée d'abord le projet, un projet Angular. Alors forcément, ng, qu'est-ce qu'il fait? C'est Angular, c'est là, il va se connecter, il va télécharger. Alors vous gardez les paramètres par défaut, donc tout ça. Donc il me crée le projet, mais en même temps, il va installer les dépendances. Mais cette étape, bien sûr, pour les gens qui ne le connaissent pas, ça nécessite d'avoir une connexion Internet. Alors, une fois que je fais ça, donc j'attends un petit moment parce que là, parfois, donc, heureusement que parfois la connexion 4G, c'est mieux que la connexion 50G. Bon, en tout cas, ça a l'air d'aller plus rapidement. Je ne sais pas s'il va tenir le coup. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé des catalyseurs intelligence artificielle. Parmi les catalyseurs, il y a réseau télécom. Alors forcément, donc l'évolution dans les télécoms, c'est un point très important, et l'open source. Alors, les réseaux télécoms, l'open source, alors forcément, donc, bien sûr, donc ça c'est l'un des catalyseurs, mais si vous revenez en arrière, donc il y a le cloud, il y a tout ça, les systèmes distribués. Alors tout ça, c'est quelque chose qui est lié. Donc forcément. Alors donc j'ai créé le projet. Alors je vais l'ouvrir, ce projet-là. Open. Alors c'est Iris Inset, c'est ça. Je vais l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Alors quand vous ouvrez un projet, la première des fois, donc il va indexer les fichiers, donc l'IDE, donc vous lui laissez un peu de temps de préférence pour qu'il fasse cette opération. Et juste après, qu'est-ce que je dois installer? Donc je vais installer TensorFlow.js. Par l'occasion, je vais installer Bootstrap, parce que j'ai besoin d'un framework CSS et j'ai besoin d'installer Angular Progress Bar. Mais sinon, vous pouvez utiliser n'importe quel Progress Bar classique. En tout cas, ce que je vous propose dans cet exemple-là, donc je lui donne une connotation, c'est quelqu'un qui développe une application web dans laquelle je veux inclure des fonctionnalités de l'intelligence artificielle. Donc c'est-à-dire, je suis déjà dans le métier du développeur web front-end, mais en même temps, derrière, il y a TensorFlow.js. Alors, donc, on a créé ça, donc je vais accéder directement au terminal. Donc, je vais installer donc npm install. Donc, c'est at TensorFlow/tfjs. Alors, j'ai oublié quelque chose que, en principe, qu'on fait d'habitude, c'est vous ajoutez quoi? Save. Alors, moi, save, c'est-à-dire cette dépendance-là, on va l'enregistrer dans le fichier package.json. Parce qu'en fait, dans un projet Angular, c'est un projet Node.js, il y a un fichier package.json. Toutes les dépendances que vous installez manuellement,
vous lui dites d'enregistrer dans ce fichier-là. Parce que quand vous allez transporter votre projet, vous voulez l'installer quelque part d'autre, ben, si vous ne faites pas ça, vous aurez du mal, vous allez encore refaire le travail d'une manière manuelle. Donc, ce qui n'est pas assez pratique. Alors, donc, il a installé. Alors, je vais installer la même chose, npm install. Alors, je vais utiliser Bootstrap, la version 3. Il y a une grande différence entre la version 3 et la version 4. Alors, comme d'habitude, avec mes étudiants, on travaille souvent avec la version 3. Il y a beaucoup de vidéos dans lesquelles on utilise 3, donc je garde la version 3. Mais si vous ne spécifiez pas 3, par défaut, il va télécharger la dernière version. Donc, forcément, donc, je précise bien que j'utilise la version 3. Et après, j'ai besoin d'installer l'autre dépendance, c'est Angular Progress Bar. Alors ça, c'est les dépendances dont j'aurai besoin. Alors d'abord, il faut également, pour ne pas y revenir tout à l'heure, pour intégrer Bootstrap dans un projet, donc il faut aller vers un fichier, dans le fichier angular.json, qui est là. On va chercher styles. Ben, ici, donc, en principe, directement avec Angular, on peut spécifier le chemin. C'est-à-dire le fichier bootstrap.min.css, ben, il se trouve dans Node module. En fait, Node module, c'est le dossier qui contient, toutes les dépendances installées. Il se trouve dans ce dossier-là que vous allez trouver ici. Ben, si vous ouvrez son Node module, vous allez trouver plein de dépendances. Et parmi les dépendances, vous allez forcément trouver ici Bootstrap qui a été installé, etc. Donc, il est là. D'accord ? Alors, en fait, comme je connais déjà le chemin, donc je vais rapidement passer ici. Donc, ça va être Node module, Bootstrap / dist css / bootstrap.min.css. Alors ça, si vous faites ça, ça veut dire que bon, vous avez Bootstrap. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir pour faire la suite du travail. Tout ça, c'est juste les styles, les couleurs et tout ça. Deuxième, c'est que pour Angular Progress Var, il y a dans AngularJS, il y a un module, donc lequel je vais importer un certain nombre de modules que je vais utiliser dans mon application. Ben, le premier module, c'est Progress Var module. C'est-à-dire la dépendance que je viens d'installer, je vais la déclarer. Et après, tout à l'heure, j'ai besoin de forms module. Parce que si vous vous rappelez, dans mon exemple, j'ai un formulaire. Je vais créer un formulaire dans lequel je vais saisir les données. Forcément, également, c'est une dépendance que je vais utiliser. Donc maintenant, je ne vais plus revenir sur la config. Donc ça, c'est les choses dont j'aurai besoin. Et après, je vais démarrer mon projet pour faire un premier test. Alors pour faire le test, donc on va utiliser ngserve. Alors ngserve, c'est pour démarrer un serveur local. En fait, c'est un outil Angular CLI. Il va compiler le projet souvent et à la fin, il vous génère des fichiers JavaScript, un fichier index.html. Parce qu'en fait, une application Angular, c'est une application dite Single Page Application, SPA. Ça veut dire que finalement, vous avez une seule page, index.html, qui fait appel à CSS et qui fait appel à du JavaScript. En tout cas, alors ici, donc souvent, quand vous avez une erreur au démarrage, c'est que tout simplement, j'ai dans mon exemple ici, j'ai déjà, tout à l'heure, l'exemple que je vous ai montré, je l'ai déjà, c'est bien celui-là, ouais. Il est déjà démarré, je vais l'arrêter, parce que je suis en train de tenter de démarrer le serveur utilisant le même numéro de port, et comme il y a déjà une application qui utilise le port 4200, donc forcément ça ne marche pas, donc je vais arrêter l'autre application, et je reviens sur l'exemple ici, et je le redémarre. Alors jusqu'à présent, il n'y a rien de machine learning, il n'y a rien de deep learning. Alors ça c'est juste les habitués, les gens qui travaillent dans la partie front-end des applications web, ça c'est quelque chose, c'est comme une danse qui se répète souvent. Donc il y a des automatismes à ce niveau-là. Alors en tout cas, quand il démarre, pour accéder à notre application, je vais faire localhost 4200. Alors par défaut, il utilise 4200. Alors pour le moment, mon application, il ne contient pas grand-chose.
Ben, il contient que ça. Il affiche un composant web, il vous affiche des trucs comme ça. Alors maintenant, je vais supprimer tout ça et je vais monter mon application. Et en même temps, je vais garder la console. Comme ça, on peut voir les messages qui s'affichent au fur et à mesure. Parce que l'objectif, c'est que vous compreniez un peu comment je fais ça. Alors, la première des choses à faire. Maintenant, je veux utiliser dans le composant. Parce qu'il y a la partie HTML des composants. Tout ça, je vais le supprimer principalement. Je vais afficher un message test. Alors là, forcément, ça devrait... Vous voyez là, pour le moment, vous avez quelque chose, un test. Pour le moment, il n'y a rien. Alors, dans le composant principal de l'application, ça se trouve dans appcomponent.ts. C'est dans ce fichier-là que je vais créer l'essentiel du code, TypeScript. En fait, c'est du JavaScript, hein, c'est du TypeScript, mais qui va être converti en JavaScript. Alors, pour les gens qui travaillent dans ce domaine, en fait, Angular, la majorité maintenant des frameworks utilisent TypeScript, mais en réalité, donc, c'est la forme du JavaScript. Donc, en tout cas, ce TypeScript, quand vous mettez ngserve, ben, il compile, il fait un build, il convertit TypeScript en JavaScript. Donc, je ne vais pas rester sur cette histoire-là, mais bon, pour vous, ce n'est pas important. Alors, voilà ce qui est important pour vous, c'est que vous êtes dans une application Angular. Alors, d'abord, si vous ne voulez pas travailler avec Angular, vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez inclure TensorFlow.js dans une application JavaScript simple, bah, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement dans la page HTML, vous ajoutez directement script, n'est-ce pas? Et vous mettez le chemin. Voilà l'adresse de TensorFlow.js. Donc ça, si vous êtes dans une application, une simple page HTML. Hein? Avec ça, vous pouvez y accéder. Alors ici, ce n'est pas le cas, parce que je suis dans un projet Angular. Et la question qui se pose, comment intégrer maintenant TensorFlow.js. Alors, ce que vous allez faire, vous allez importer étoile as tf from TensorFlow.js, c'est-à-dire la librairie que j'ai téléchargée. Et bien, tout simplement, je vais importer cette librairie, mais en fait, toutes les fonctionnalités de TensorFlow maintenant, ils sont accessibles via un seul objet qui s'appelle TF. Donc, à chaque fois que je vais utiliser TensorFlow, je vais écrire TF pour quelque chose. TensorFlow, c'est TF. Donc, ça, c'est quelque chose que vous faites, en tout cas dans un projet Node.js, particulièrement avec Angular. Alors, ici, donc, maintenant, ce que je vais faire, donc, je vais dans mon application. Alors, en fait, j'ai besoin d'implémenter une interface en init et une interface afterView init. Alors en fait, ça c'est juste quand vous implémentez ces interfaces, il va vous obliger de redéfinir des méthodes. Alors en fait, ces méthodes-là, c'est des méthodes qui font partie du cycle de vie d'une application, d'un composant Angular. En fait, déjà, ngOnInit, c'est en fait la méthode qui s'exécute au chargement. C'est-à-dire, dès que la page est chargée, si vous voulez faire quelque chose au démarrage de l'application, on va le faire dans ngOnInit. Et tout à l'heure, il y a également ngAfterViewInit. Donc ici, je n'ai pas besoin. Je ne vais pas l'utiliser. Donc je vais utiliser que ça. Alors avec mon IDE, donc en fait, il utilise par défaut une configuration que je vais changer. Parce que par défaut, donc, dans les outils TypeScript, alors par défaut, il utilise tslint, donc je vais le désactiver parce qu'il utilise donc un fichier qui fait partie des librairies qui se trouvent dans notre module. Et si vous utilisez cette configuration, il utilise il vérifie la syntaxe d'une manière sévère, ce qui fait qu'il va vous obliger à avoir des espaces, etc. Donc, si vous voulez éviter, si vous voulez travailler librement, bon, ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai désactivé, donc comme ça, je peux travailler librement. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, si vous revenez dans l'exemple de tout à l'heure, ce que je vais faire d'abord, comment utiliser, avant de créer le modèle, je vais d'abord créer des tensors. Voilà. Je vais créer cette partie-là. OK?
Alors pour créer cette partie-là, donc j'ai besoin de créer, donc je vais créer un tenseur X, un tenseur Y, et après je vais faire d'abord des opérations de l'algèbre linéaire, parce que ça c'est quelque chose d'important. Alors pour le faire, comme je vais créer plusieurs tenseurs, ce que je vais faire, donc je vais créer un tableau. Je vais déclarer un tableau que je vais appeler tensors de type tf.tensor de D. Alors quand vous créez un tenseur, donc vous pouvez créer tensor 1D, une dimension, 2D, 3D, mais après vous pouvez mettre tensor tout court et dans ce cas-là vous spécifiez ce qu'on appelle chip. Chip, c'est-à-dire c'est la forme. Est-ce que c'est combien de lignes, combien de colonnes, et si c'est multidimensionnel, vous pouvez le spécifier. Dans notre cas, on utilise des tensors de D. Ok, c'est une matrice. Ici, sauf qu'au lieu de travailler avec plutôt un seul tenseur, je vais utiliser un tableau. C'est bien ça? Oui. C'est un tableau. C'est-à-dire pour ne pas créer plusieurs variables x, y, z, je vais tout simplement dans le tableau créer un ensemble de tenseurs que je vais manipuler. Et ici, donc, ce que je vais faire, je vais créer d'abord un premier tenseur. C'est tensor 10.tensors. Alors, la clé, c'est x. Donc, je vais créer un tenseur. C'est-à-dire, dans le tableau, donc, je vais ajouter une clé x, c'est-à-dire un tenseur x. Et c'est quoi sa valeur? C'est pour créer un tenseur, vous utilisez tf.tensor de D. Puis après, vous spécifiez les valeurs. Alors, c'est donc pour spécifier les valeurs, ici, je vais créer, c'est un tableau. Alors, vous avez deux manières de faire. Par exemple, dans mon exemple ici, je veux créer un tenseur de combien il y a combien de lignes? Ici, bon, c'est pas lisible, il y a 3 lignes, 4 colonnes. Donc, au total, il y a combien de valeurs? 12. Alors, vous pouvez faire ça. Donc, la valeur 1, je mets des valeurs quelconques. Vous comptez avec moi, s'il vous plaît. J'ai besoin de 12 valeurs. Parce qu'en fait, les matrices, généralement, on les stocke dans un vecteur et après, on va lui dire que ça, c'est une matrice. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, vous lui dites ça, mais après, il faut spécifier le deuxième paramètre, c'est shape. Alors, shape, c'est-à-dire, vous lui dites que, ça, pour lui, c'est un vecteur, mais je vais lui dire c'est une matrice de combien de lignes? 3 lignes. Et combien de colonnes, c'est 4 colonnes. Ça, c'est une manière de créer un tenseur. Ça, c'est la première des choses. Deuxième, je vais créer un autre tenseur. Tenseur, c'est Y. Alors, cette fois-ci, donc, pour faire le produit de matrice, ça, vous connaissez la règle. La condition, c'est que le nombre de lignes doit être égal au nombre de colonnes. C'est-à-dire, ici, donc, je vais créer un autre tenseur de 4 lignes cette fois-ci, 3 colonnes, n'est-ce pas? Ou 2 colonnes, peu importe. Donc, 4 lignes, 2 colonnes. Alors, pour le créer, cette fois-ci, je vais faire autrement. Pour ne pas utiliser shape, je peux faire ça. Donc, comme c'est une matrice, donc j'ouvre, voilà, les crochets, j'ouvre un autre crochet, et chaque crochet, bien sûr, c'est une ligne. Alors, chaque ligne se compose de combien d'éléments? 3. C'est 4 lignes, 3 colonnes, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est la première ligne, virgule. La deuxième ligne. Troisième. 4 lignes. Alors, ici, donc, la première ligne. J'ai effacé 5 et je l'ai remplacé par 5, ça c'est permis. Je vais mettre des nombres négatifs également. Alors, ça c'est... Alors, si vous voulez voir un peu ce qu'on a fait, donc vous pouvez utiliser donc 10 tensors, par exemple, de x. Et vous pouvez utiliser .print. Si vous voulez voir dans la console la structure des tenseurs x et des tenseurs y.
Alors vous allez voir ici, vous voyez ici dans la console, je vois bien, ça c'est le premier tenseur et ça c'est le deuxième. Mais moi je ne veux pas les afficher ici, donc je vais les afficher sous forme d'un tableau. Alors là je vais utiliser maintenant, je vais passer à la partie HTML, ici, et je vais afficher. Là je vais utiliser donc div class container. Donc je vais utiliser donc des styles Bootstrap. Alors pour les gens qui ne connaissent pas tout ça, c'est pas un problème. L'essentiel, c'est de comprendre la logique. Alors ensuite, ce que je vais faire, je vais créer un panel. Je vais créer un div class une ligne. Et après, je vais créer un div class panel default. Ici, alors panel heading, l'entête. Alors ça c'est le tenseur que je vais, le titre, le tenseur soit x, y, etc. Et je vais utiliser ici class panel body. Alors qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de faire tout simplement quelque chose de comme ça. C'est juste, s'il y a un problème dans le vue du projecteur, vous ne voyez rien. Alors je vais changer la couleur ici. Au lieu de default, je vais utiliser primary. C'est visible, bon, c'est juste un truc. Alors ici donc, ce que je vais faire, je vais afficher donc, moi ce que je vais faire une boucle. Une boucle sur tous les tenseurs parce que ce que j'ai fait, ce que j'ai déclaré ici, donc j'ai déclaré, si vous remarquez, j'ai déclaré un tableau. Tensors, n'est-ce pas? Moi ce que je vais faire, donc je vais faire une boucle, je vais afficher tous les tenseurs. Alors pour cela, donc je vais utiliser donc, ici une boucle en utilisant, je vais créer un div, je vais utiliser ng voici une boucle, c'est-à-dire je vais boucler let pour chaque tenseur t of tensors. Alors comme c'est un tableau key value, donc je vais utiliser key value, je crois que ça s'écrit comme ça, V majuscule, voici, key value. Alors qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais créer ça. Alors si vous faites en principe ça, qu'est-ce que ça va donner? Alors ça va donner une erreur déjà. Alors key value, c'est pas ça, ça s'écrit key value V minuscule. Oui. Alors vous voyez donc ici, donc j'ai créé 2. Pourquoi il a créé deux panels? Parce que j'ai combien de tenseurs? 2. Et après, donc maintenant, dans chaque tenseur, je vais afficher. Alors ici, donc j'ai mon div qui est là. Alors chaque tenseur, donc il va utiliser call md3, 3 colonnes. Alors comme ça, je vais les afficher dans la même ligne. Voilà. En principe, c'est-à-dire une page est décomposée en 12 colonnes. Chaque tenseur va occuper 3 colonnes. Et là, maintenant, j'affiche les données dans la partie body. Et dans body, je vais utiliser un table. Class table. Je vais utiliser tr. Et combien de tr? Donc je vais faire une boucle. For ng4 pour chaque line of. Alors pour récupérer donc les lignes, donc je vais utiliser donc c'est t de quoi? C'est t, le tenseur t lui-même. Oui, c'est le tenseur t, point.
Alors en fait, maintenant, quand vous créez un tenseur, sachez que les données que vous stockez dans le tenseur, si vous avez un GPU, toutes les données, elles sont stockées dans le GPU. Donc ça, c'est quelque chose d'important. C'est une matrice qui est dans le GPU. Donc à chaque fois, si vous voulez récupérer les données, alors forcément, il s'agit bien de faire un va-et-vient vers le GPU, dans la mémoire du GPU. Alors je vais utiliser, c'est pour cela qu'on va utiliser data 5. Pour une G4 line. Alors T, c'est bien T ici, data 5. Alors en fait, data 5, en fait, quand vous faites data, ça veut dire que vous voulez les données. Quand vous dites data 5, c'est-à-dire 5 ans. C'est-à-dire j'attends jusqu'à ce que toutes les données soient chargées pour les retourner. C'est une méthode, on va dire, synchrone. Okay. Alors pour chaque vous me corrigez s'il y a quelque chose qui cloche là, parce qu'a priori... Alors, pour chaque line, of, let, voilà. C'est quelque chose qui manque. Let line of data 5, je vais créer des TD. Et dans TD, à nouveau, donc, il y a combien de TD? C'est les colonnes. À nouveau, je vais faire ng4. Alors maintenant, value of line. Pour chaque valeur de la ligne, let, qu'est-ce que je vais afficher? Je vais afficher directement la valeur V. Alors, en principe, alors ici, donc j'ai data 5, oui. Alors voilà ce que je vais faire. Donc ici, c'est pas T, c'est tensors de T. Tout à fait. Alors en fait, ici, parce que T, en fait, c'est pas le tenseur, en réalité, c'est la clé. Parce que je parcours, T, ça peut être soit X, T, si vous voulez, pour ne pas l'appeler T, donc ça c'est le T. Alors ici, donc, qu'est-ce que je vais afficher? Donc, tenseur, directement, je vais afficher T. Voilà, c'est tenseur de T. C'est la clé. Data 5. Data tensor of tensors de T. Data 5. Et les documents sont autorisés, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je fais là? Bah, regardez. Alors ici, donc, qu'est-ce que je fais là? Donc, c'est d'abord c'est T, effectivement, donc key value. Donc, T, c'est T.key pour afficher, et T.value. Donc, en fin de compte, ce n'est pas tenseur de T. Alors ici, donc, si vous voulez, T, effectivement, c'est le tenseur. Si vous mettez T.key, bon, ça, c'est la clé. Et si vous voulez la valeur, vous utilisez cette T.value. Ça fait? Les Array 5, data 5, ça... Ah, Array 5, oui. Tout à fait. C'est-à-dire, je voudrais avoir la data sous forme d'un array. Tout à fait. Voilà. Ouf. Alors ici, donc ça c'est le... Comment vous dire? Il y a un problème. En fait, je ne sais pas si on peut régler le contraste ici. Il vaudrait mieux que je le fasse rapidement. Alors, le contraste, c'est comme ça. Et moi. Voilà. Alors, ça c'est mieux. Ça c'est mieux, ça c'est mieux, ça c'est mieux, ça c'est mieux. N'efface pas. Ah, c'est mieux. Comme quoi, multifonction, il faut que ça marche. Hein, parce que sinon, voilà. C'est lisible. C'est mieux qu'avant. Parfait.
C'est array controller. Bien. Alors cette partie-là, donc je vais vous montrer rapidement. Donc je vais créer voilà les tenseurs. Je vais juste créer des boutons. Alors c'est donc je vais utiliser une liste UL, classe navpills. Bon, ça c'est toujours une barre dans laquelle je vais utiliser plusieurs LI, et dans chaque LI je vais utiliser un bouton. Alors le premier bouton, c'est calculer le produit de matrice. Par exemple, X fois Y. Le tenseur X fois Y, si vous voulez. Alors là, je vais utiliser classe btn success, et je vais utiliser, quand je clique, je vais faire en multiplication. Je vais faire multiplication de x et y. Alors maintenant, ce en multiple, donc je vais créer cette fonction. Je vais la créer directement à ce niveau-là. Quand je clique, je vais faire multiplication. Alors maintenant, vous voulez faire la multiplication, qu'est-ce que je vais faire? C'est tenseur de z, je vais créer un résultat, c'est z, égale, c'est tenseur x point. Comme c'est un tenseur, normalement, quand vous faites point, ça veut dire que vous accédez à toutes les opérations. C'est ce qui est de précieux dans TensorFlow, c'est ça. Vous faites la multiplication des matrices, transposées, ReLU, sigmoid, tous les gens qui travaillent avec les réseaux de neurones, etc., les algorithmes, les fonctions, ils sont toutes là. Alors ça veut dire que vous aurez besoin à un moment donné de regarder Core API, les différentes fonctions. Alors c'est donc je vais utiliser pour multiplication, c'est mmul, je crois. Multiplication ou bien matmul. Alors parfois ça m'arrive des confusions avec Deep Learning 4J, parce qu'après vous allez trouver la même chose dans les autres frameworks. Donc ça c'est matmul. Parce que si vous mettez mul, c'est la multiplication point à point. Hein, il fait la multiplication quand vous faites mul, c'est-à-dire une matrice multipliée par une matrice, c'est la multiplication point à point. Il ne s'agit pas du produit matriciel. Donc tout ce qui est produit matriciel, vous utilisez mat. Donc c'est mat. C'est ça? Sans H. Alors je sais. Matmul. Et après, je vais lui donner quoi? Y. Alors, je fais que le calcul. Mais après, il va l'afficher. Donc, vous voyez, donc, quand je clique sur la multiplication, vous avez le tenseur. Pourquoi? Parce que moi, j'ai fait une boucle. De toute façon, ma boucle, à chaque fois que j'ajoute un tenseur dans l'élément, il va l'afficher. Alors, ce que vous voyez là, donc, ça passe. Donc, ça, c'est le produit de deux matrices. D'ailleurs, la preuve, 3 lignes fois 4. Donc, le résultat, vous avez 3 fois 3, ce qui est normal. C'est le nombre de lignes, le nombre de colonnes. Alors, je fais la même chose, juste, je vais ajouter je vais juste ajouter un bouton, par exemple, transposé de matrice. Alors, tout ça, je vais le mettre dans le conteneur. CTRL-C, CTRL-V. Alors, transposer. De X. Après, je vais faire la même chose pour alors sigmoid. Sigmoid, c'est une fonction d'activation qui est très utilisée. Sigmoid. Donc je vais mettre là en sigmoid. Alors, je n'ai pas besoin d'envoyer X comme paramètre. Vous l'avez sans doute deviné. Et après, ReLU. Rectified Linear Unit, c'est une fonction d'activation très utile. Tout ça, c'est des fonctions qu'il faut comprendre pour faire de machine et deep learning par la suite. ReLU. Et après, je vais créer ces fonctions. Donc, on transpose, donc c'est X directement
x point transpose. Après, j'ai besoin de sigmoïde. Ben, c'est la même chose. Alors pour sigmoïde, en principe, on utilise ça, c'est TF point sigmoïde du tenseur. Alors, quel tenseur c'est? X. Bref, alors ça c'est quelque chose d'assez classique pour les gens qui travaillent sur MATLAB, etc. Donc, MATLAB, il est très fort dans le calcul matriciel, etc. Ben, tout ce que vous faites dans MATLAB, etc., donc vous pouvez le faire avec des trucs comme ça sur JavaScript. Alors, la même chose ici, donc je crois que j'ai mis un paramètre, c'est pour cela qu'il l'a ajouté. Pas de paramètre. Je fais ça, ça, et je vais changer ici par ReLU. Bref. Alors, voilà. Alors, il y a une erreur. Il y a une parenthèse. Il y a un LI que je n'ai pas fermé. Angular, il est très strict à ce niveau-là. LI slash LI. Il y a un LI en plus. Ah? نسيت شي حاجة؟ LI slash LI, LI. Ah, oui. C'est bon? Ok. Voilà. Alors, je reviens ici. Voilà. Alors, multiplication, transposé, ça marche. Ça, c'est transposé de x. Sigmoïde, les valeurs sont très grandes, 0. Parce qu'en fait, sigmoïde, c'est une valeur entre moins 1 et 1. Donc, forcément. Alors, si vous voulez afficher le nombre de chiffres après la virgule, c'est toujours utile de mettre ici la valeur. Vous mettez pipe. Et vous affichez number, c'est 0.4, c'est-à-dire je vais afficher 4 chiffres après la virgule. Sigmoïde, donc voilà, si, bon, peut-être 4 colonnes, c'est pas suffisant, ReLU, etc. Alors ça n'a rien à voir avec l'exemple qu'on voulait faire de machine learning, mais quelqu'un qui commence par l'apprentissage du framework de machine learning, que ce soit TensorFlow, que ce soit Deep Learning 4J, que ce soit TensorFlow JS, n'importe lequel, la première des choses d'abord à manipuler, c'est les tenseurs. Parce qu'en fait, si vous voulez monter votre modèle et vous voulez vraiment maîtriser, il faut savoir ce qui se passe à ce niveau-là, parce que ça, c'est la perle rare. C'est-à-dire, c'est ces fonctions-là qui vont être utilisées par Keras, par les autres couches du framework pour accélérer les calculs. Donc, si à un moment donné que vous écrivez quelques lignes et que ça marche, c'est parce que derrière, il y a ça. Parce que s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Et ça, c'est des calculs parallèles. Ça veut dire, si vous avez des GPU, si vous avez une matrice de 10 000 lignes fois 10 000 colonnes, vous faites le calcul dans votre machine et vous attendez combien de temps. Et vous branchez un GPU, vous faites le calcul et regardez sur combien de temps vous allez le faire. Et ça, c'est un point pour moi important à comprendre pour quelqu'un qui travaille dans la partie avec les réseaux de neurones. Parce qu'à un moment donné, ça c'est un point important. Alors, en tout cas, donc, je vais passer cette partie-là. Donc, je suppose qu'avec ça, on a compris le principe. Alors, le nombre de colonnes, je vais mettre 4 comme ça. Voilà, alors ça suffit. Okay. Question à ce niveau-là? Oui. Alors, justement, s'il y a une question concernant cette partie-là, donc maintenant, je vais passer à la deuxième partie, c'est la création du modèle. Oui. Oui. Dans le diapo. Ah, ok. Justement, c'est la partie que je vais traiter maintenant. Oui. Vous avez mentionné que le nombre de hidden layers, vous avez mentionné que vous avez choisi 10. Il n'y a pas de formule qui va te dire... ça, c'est le grand problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous choisissez le nombre de neurones, vous allez choisir un certain nombre de neurones, vous faites l'entraînement, regardez l'évaluation. Si ça marche,
Si ce n'est pas suffisant, vous changez le nombre de neurones et jusqu'à ce que vous trouviez la partie qui convient à votre modèle. D'accord? Mais d'une manière générale, il y a quelques règles. C'est-à-dire, vous avez le nombre, par exemple, si vous avez le nombre d'input 4, il faut, dans la première couche, on va dire intermédiaire, il faut donner déjà supérieur à 4, ça c'est important. C'est-à-dire, si vous avez le nombre d'entrées, c'est 4, la couche intermédiaire, vous donnez le nombre de neurones doit être supérieur à 4, ça c'est important. Et après, plus vous donnez de neurones, mieux. Et après, si vous avez d'autres couches, par exemple, la première couche, vous avez mis 20, la deuxième couche, la couche suivante, vous diminuez, vous mettez par exemple 15, 10, 5, ça c'est généralement, avec ça, on arrive à avoir quelque chose qui descend triangulairement comme ça. C'est un peu par expérience, ça donne des résultats mieux. Mais il n'y a pas de règle. C'est ça l'un des problèmes des réseaux de neurones. C'est effectivement, c'est avec votre expérience, vous faites beaucoup de choses. C'est qu'à un moment donné, vous allez trouver les règles. Mais surtout, ce n'est pas ça uniquement le problème, mais après, quel type de modèle? Est-ce que vous allez utiliser CNN ou RNN? Quel type de couche? Mais tout ça, on va en parler. Okay. Bref, je peux passer à l'étape suivante. Alors maintenant, dans l'étape suivante, qu'est-ce que je vais faire? Oui? Ah. Alors, dans l'étape suivante, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai besoin le mon dataset. Alors, ce dataset, comme je disais, donc, vous avez un lien sur lequel vous pouvez... Alors, comme je disais, donc, ce site Kaggle, vous avez juste besoin de créer un compte, principalement, et à travers là, donc, vous accédez pratiquement, c'est vraiment quelque chose de très important. Vous trouverez beaucoup de datasets. Et là, vous trouverez chaque dataset, vous avez les explications, vous avez quelques informations, vous avez les données, et vous pouvez télécharger donc le point CSV que vous utilisez, etc. Alors, dans mon cas, je vais utiliser, j'ai déjà fait ça, donc je vais prendre les deux fichiers, iristrain.csv et iristest.csv. Et je vais les mettre en local, ici, dans mon projet. Et ici, donc, je vais les mettre dans le dossier A7. Enfin, c'est l'endroit idéal pour mettre les fichiers statiques d'une application Angular. Donc, vous voyez donc mon fichier iristrain.csv. Donc, il contient pratiquement combien de lignes? 120. Okay. Et iristest, il contient 30. Test, c'est pour l'évaluation. Mais au départ c'est le même fichier, n'est-ce pas? Normalement, dans l'un des pré-traitements, c'est à partir de votre dataset, vous dégagez une partie que vous allez utiliser pour le test. Et remarquez une autre chose, c'est que dans le test, je prends, par exemple, dans le test, je prends 10 des exemples pour la catégorie 0. Ça, 10. Je prends 10 exemples pour la catégorie 1 et 10 exemples pour chaque catégorie. Parce que sinon, si vous prenez juste les derniers exemples dans votre dataset, c'est pas... Parce qu'il faut prendre des exemples pour chaque classe. Donc ça, c'est juste... Mais ça, vous le faites manuellement, vous faites un algorithme de traitement, vous faites appel à une API. Alors, c'est là où les frameworks, généralement, offrent... si vous travaillez avec des frameworks, souvent, il y a plein de fonctions qui permettent de faire ça. Alors, maintenant, dans mon cas ici, dans mon composant, je vais maintenant créer je vais créer un autre div, classe container, et je vais créer donc une barre dans laquelle je vais mettre des boutons. Toujours comme tout à l'heure, c'est UL, LI, classe navPills. Dans chaque LI, je vais mettre un bouton. Alors, le premier bouton que je vais créer, c'est Create Model. Alors, créer un modèle.
classe BTN, BTN primary si vous voulez, ou success. Alors créer le modèle et après je vais utiliser click. Alors quand je clique, j'appelle on create model. Alors comment créer un modèle? Donc j'ai besoin de créer ça. Voilà. Alors maintenant quand je clique sur le bouton, je vais créer le modèle. Alors pour créer le modèle, je vais d'abord déclarer mon modèle d'une manière globale. Pour cela, je vais utiliser donc public. Comme je vais l'utiliser dans plusieurs fonctions, je vais l'appeler modèle de type c'est tf.séquentiel. Alors maintenant, il existe plusieurs types de modèles dans les frameworks. Parmi les modèles, il y a séquentiel. Séquentiel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un ensemble de couches de neurones. Chaque couche va être utilisée comme entrée de la couche suivante. Ça, c'est le modèle séquentiel. Alors ici, donc, pour le créer, je vais utiliser donc 10.modèle, c'est le modèle, égale tf.séquentiel, de court. Et après, je vais spécifier la config. Alors, qu'est-ce qu'on va spécifier dans la configuration? Alors, je vais vous montrer quelques éléments. En tout cas, bon, vous avez tout ici. Alors, ici, donc, il n'y a pas de configuration. Donc, ce que je vais faire, c'est ça. Je vais créer un modèle séquentiel et après, je vais ajouter des couches, n'est-ce pas? Alors, pour ajouter chaque couche, donc, je vais utiliser this_model_add et après, je vais ajouter une couche. Et pour cela, je vais utiliser tf_layers_dense. Alors, c'est quoi dense? Dense, c'est une couche de neurones dans laquelle chaque neurone, la sortie de chaque neurone, il devient entrée de tous les neurones de la couche suivante. C'est dense. Donc, ce qu'on appelle fully connected. Fully connected, c'est-à-dire chaque neurone de chaque couche, il est connecté à tous les neurones de la couche suivante. C'est dense. Okay? Donc, je vais créer une couche fully connected dense. Ici, le nombre d'unités, vous savez, c'est 10. Ça, c'est le nombre de neurones. Ensuite, input shape. Alors, la première couche qu'on va créer, ben, il faut lui spécifier le nombre d'entrées de la couche précédente. Alors, comme la première couche, il faut connaître le nombre d'entrées. Et combien nous avons fait les entrées? 4. Donc, c'est-à-dire, ici, donc, input shape, c'est combien? C'est 4. Je vais donner donc, un élément de 4, un tableau de 4 éléments, si vous voulez. Okay? Ensuite, la fonction d'activation. Parce qu'un neurone, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait le calcul, il prend les entrées, il fait la somme. La somme de chaque entrée multipliée par le poids de la connexion, c'est ce qu'on appelle les poids synaptiques. Et après, il utilise une fonction d'activation. Parce que qu'est-ce qu'il va produire à la sortie? Il ne va pas produire la somme, mais il va produire il va faire ce qu'on appelle l'activation. Ben, parce que le neurone humain, qu'est-ce qu'il fait? Le neurone biologique, si vous voulez. Ce qu'il fait, c'est qu'il reçoit des signaux à partir de d'autres neurones, n'est-ce pas? Et en fonction des signaux qu'il reçoit, et en fonction de ce qu'on appelle des poids synaptiques du neurone, de chaque connexion, il va émettre un signal à la sortie. Donc, il émet un signal. Alors, si, généralement, la valeur dépasse un seuil, souvent, quand la valeur dépasse un seuil, il va émettre un 1. Sinon, il ne va pas émettre de signal. Donc, globalement, les neurones biologiques, c'est une approximation, c'est comme ça. Alors, c'est pour cela... chaque neurone, donc on a besoin de spécifier une fonction d'activation. Alors ici, donc, je vais utiliser sigmoid. Alors maintenant, je vais passer à la couche suivante. Alors la couche suivante, c'est tf_model_add. Je vais ajouter la même chose, c'est dense. Le nombre de neurones, c'est 3. Et la fonction d'activation, c'est softmax. Alors, pourquoi softmax? Parce que moi, à la sortie, je voudrais qu'il me calcule la probabilité par rapport aux autres. Quand je fais à la sortie, si vous faites la somme des valeurs, vous devrez avoir 1. Et quand vous avez... Parce que quand vous lui donnez un exemple, il va vous dire, ça c'est 80%, 80% c'est Aeris Cetosa. 10% c'est ça. Et 10%, c'est-à-dire il vous donne des probabilités.
Alors, il dit que donc vous, pour savoir quelle est la valeur, vous prenez la sortie dont la probabilité est la plus grande. Globalement, c'est comme ça qu'il fait. Et dans ce cas-là, vous utilisez souvent softmax. Alors, maintenant, vous avez utilisé softmax et après, maintenant, notre modèle, on va le compiler. Par quoi? D'abord, il faut utiliser une fonction d'optimisation. Alors, vous savez, les réseaux de neurones, comment ça se passe généralement? C'est que vous donnez des entrées à l'entrée. Okay? Vous avez des inputs et vous connaissez l'output. Donc, vous donnez l'input, les neurones ils vont faire leur calcul et après, vous allez obtenir un output. Et après, vous prenez le output donné à la sortie, moins le output qu'il devrait normalement donner, parce que je connais la réponse. C'est-à-dire, vous lui donnez les entrées, il vous donne la réponse. Mais comme moi, je connais la réponse, qu'est-ce que je fais? Je prends la sortie, moins la vraie sortie, c'est-à-dire ce qu'on appelle target, vous avez une erreur. Alors maintenant, il faudrait changer les poids des connexions, avec les connexions, avec les poids des connexions, il faudrait les changer de façon à ce que, pour que ça me donne le target que je veux. Alors pour faire ça c'est il faut faire appel à ce qu'on appelle des algorithmes de rétropropagation du gradient. Alors la rétropropagation du gradient, donc en principe, si vous voulez, la descente du gradient, c'est un algorithme qui est très connu. C'est pour déterminer le minimum, pour minimiser une fonction, plusieurs variables. Avec la descente du gradient, vous pouvez facilement trouver pour minimiser. La même chose ici, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Vous avez une erreur à la sortie, donc on a besoin de minimiser l'erreur. Alors pour minimiser l'erreur, donc on a besoin d'utiliser un algorithme d'optimisation. Alors maintenant, parmi les algorithmes d'optimisation les plus utilisés, les plus connus, c'est SGD, Stochastic Gradient Descent, n'est-ce pas? Mais également, il y a Adam, il y en a d'autres. Bon, là, la même chose. La complexité, c'est qu'il y a beaucoup d'algorithmes, mais après, vous choisissez celui qui convient à votre cas. Ici, donc, j'ai utilisé Adam. Mais quand vous utilisez Adam, d'ailleurs, pour les gens qui travaillent, ça, je vous conseille de le faire. Essayez de faire une implémentation d'un algorithme de descente du gradient. Vous l'implémentez avec n'importe quel langage, et quand vous allez l'implémenter, c'est quelques lignes, une dizaine de lignes, c'est pas compliqué. Mais si vous le faites, vous allez vraiment comprendre l'intérêt de ces algorithmes, qu'est-ce qu'ils font. Okay? Et quand vous utilisez donc la descente du gradient, vous avez besoin d'utiliser ce qu'on appelle le learning rate, c'est la vitesse d'apprentissage. Alors cette vitesse d'apprentissage, c'est un nombre entre 0 et 1. Ça ne doit pas être 1, parce que si c'est 1, vous risquez d'osciller, vous risquez de ne jamais trouver le minimum. Parce que parfois vous allez du négatif vers le positif, vous revenez vers le négatif, vous pouvez osciller. Mais si vous utilisez donc une vitesse d'apprentissage qui est inférieure à 1, ça permet de retrouver facilement. Alors maintenant, quelle valeur de vitesse d'apprentissage? Alors la même chose, 0,001, mais après, ça peut être 0,00, n'est-ce pas? Mais souvent, dans la majorité des cas, on trouve des valeurs 0,001, et après vous faites le test, et si vous avez une machine qui est rapide, vous regardez la satisfaction, si vous êtes satisfait, c'est bon. Si vous n'êtes pas satisfait, vous changez. Et vous comprenez bien que si votre temps de calcul, ça prend 20 heures, l'apprentissage pour deep learning, et il faut attendre 20 heures pour voir est-ce que ça marche ou ça ne marche pas. Est-ce que les paramètres que j'ai choisis, est-ce qu'ils sont les bons? Et après encore, vous changez, vous relancez. Alors c'est pour cela, si vous n'avez pas vraiment des trucs de GPU qui sont assez puissants, c'est un peu embêtant. Mais pas pour des trucs comme ça, parce que c'est pour cet exemple machine learning classique. Alors vous n'avez pas besoin d'un GPU parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Non. Mais par contre, quand vous utilisez les images plein de choses, c'est un peu assez complexe. C'est bon? Alors ici, donc, je vais compiler. Donc, quand vous créez un modèle, vous compilez. Et pour compiler, vous avez besoin de spécifier d'abord la fonction d'optimisation, c'est-à-dire quel est l'algorithme de rétropropagation du gradient que je vais utiliser pour minimiser l'erreur. Mais maintenant, l'erreur que je vais minimiser, laquelle? La différence, ou la différence quadratique, ou là, je ne sais pas quoi. Alors c'est pour cela qu'on spécifie ici loss. Alors loss, c'est-à-dire c'est l'erreur à minimiser. Alors ici, donc, vous voyez ici, donc, je vais utiliser mean squared error, c'est-à-dire c'est la moyenne quadratique.
La moyenne quadratique, c'est celle-là. C'est-à-dire, c'est la somme en fait, des erreurs de y target moins y au carré. Alors ça, également, c'est des choses qu'on utilise. Et c'est tout. Mais après, si vous voulez, au moment d'apprentissage, si vous voulez qu'il mesure la précision, c'est-à-dire pour chaque époque, vous pouvez ajouter ce qu'on appelle les metrics. Metrics, c'est-à-dire je lui demande de mesurer la précision, accuracy. Alors cette précision-là, donc forcément, moi, quand je fais l'entraînement, pour chaque époque, il m'affiche, il a atteint quelle précision en pourcentage. Et quand ça atteint 100, 0,9 et quelques, c'est-à-dire c'est déjà bon, hein, globalement. Mais ça, c'est... Voilà, alors ça, c'est la création, du modèle. Dans mon cas, je vais juste faire copier-coller, n'est-ce pas? Parce que parfois, il faut écrire mieux que faire copier-coller. Parce que là, donc, j'ai des espaces, des trucs là qui ne marchent pas, etc. Donc, bon, je reprends. Il vaudrait mieux faire... c'est plus rapide. Alors d'abord, ce qu'il faut faire, c'est ça. Séquentiel. Alors, parce que sans doute la partie la plus importante, c'est ici. Il y a une accolade que j'ai supprimée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est 10.model.add. Je vais utiliser un layer. Alors, pour cela, je vais utiliser tf.layers.dense. Alors, quand vous utilisez dense, vous utilisez un objet avec des paramètres. Alors, le premier, c'est d'abord, c'est le nombre d'unités, units. Le point, c'est 10, virgule. J'ai besoin de la fonction d'activation, activation. Alors ici, donc, je vais utiliser sigmoid. Mais ici, donc, j'ai besoin de connaître, pour le premier layer, j'ai besoin de connaître le nombre d'entrées. Alors, je vais utiliser, donc, c'est input shape. Deux points. Alors, dans mon cas, j'ai combien? C'est 4. Alors, ça, c'est la première couche. La deuxième couche, 10.model.add tf.layers.dense. Alors, la même chose. Les units, il y a combien? Combien de sorties que nous avons? 3. Alors, cette fois-ci, je n'ai pas besoin de spécifier input shape. Parce qu'il sait déjà que le layer précédent, il contient 10. Donc, automatiquement, il sait que le input shape du layer précédent, c'est 10. Mais par contre, j'ai besoin de spécifier l'activation. Alors, ici, donc, je vais utiliser softmax. Softmax. Alors, juste si vous utilisez des chaînes de caractères comme ça, il faut les écrire comme il faut, n'est-ce pas? Sinon, vous pouvez utiliser tf. Et vous accédez, il y a des constances sur lesquelles vous allez trouver ça. Après, il faut compiler. C'est 10.model.compile. Alors, quand vous compilez le modèle, qui a déjà programmé avec Keras? Keras de TensorFlow. Les gens qui travaillent avec Keras, c'est la même syntaxe. Donc, c'est-à-dire quand vous serez dans n'importe quel framework, etc., vous allez trouver des choses pareilles. Parce qu'en fait, la logique, elle est la même. Alors, compile, qu'est-ce qu'on va spécifier? Il y a optimization, optimizer. Alors ici, donc, pour ne pas écrire une chaîne de caractères que je ne connais pas, sinon, il faut consulter la documentation de TensorFlow. Alors, par l'occasion, je ne vous l'ai pas montré, mais c'est très important, TensorFlow JS. Le site de TensorFlow JS, vous avez une API que vous pouvez consulter facilement, API, ici. Et là, vous trouverez pratiquement donc, tout ce qu'il faut. Donc, c'est-à-dire au niveau syntaxique, vous avez tout ce qu'il faut en tout cas. Donc, ici, il faut le savoir. Alors, optimizer, qu'est-ce que je vais faire? Donc, c'est tf.train
point. Ici, je vais utiliser, donc vous voyez, donc SGD, c'est-à-dire Stochastic Gradient Descent. Ici, donc, je vais utiliser Adam. Adam, SGD, donc en principe, ça devrait vous donner presque le même résultat. Mais tous, c'est des algorithmes de rétropropagation du gradient. L'objectif, c'est quoi? Minimiser une fonction. La fonction pour nous, c'est l'erreur. Alors ça, c'est également les gens qui vont travailler dans le domaine de la recherche dans ce domaine, ben, c'est des choses qu'il faut comprendre. Alors ici, donc, j'ai besoin de spécifier learning rate. Alors pour la vitesse learning rate, la même chose, donc je vais la mettre comme paramètre à mes données. Donc public, je vais l'appeler learning rate de type number. Alors pour moi, c'est 0,001. Ici, donc, je vais utiliser directement 10.learning rate, virgule. Alors, argument optimizer, il y a quelque chose que... Bon. Non. Et après, j'ai loss. La fonction d'optimisation. C'est tf.losses.mean squared error. OK? Alors, normalement, si, les deux qui sont obligatoires. Alors, si vous faites ça, c'est que vous avez créé un modèle. Vous avez créé un réseau de neurones. Qu'est-ce qu'il vous faut pour l'entraîner? Il vous faut un dataset. Parce que le plus simple, c'est de créer le modèle. Mais le plus difficile, c'est de trouver le bon dataset et de l'entraîner. C'est un peu... Alors, bien sûr, bon, le plus simple, quand je dis le plus simple, c'est de créer le modèle. Mais pour créer le modèle, combien de couches, quel type de couches, etc., ça, c'est quelque chose de très important. Hein. Alors, ça, c'est... Alors, ici, dans notre cas, je vais juste ajouter un autre paramètre, c'est... comment dire? Donc, je vais mesurer le accuracy. C'est... Je commence à me fatiguer. Alors, ici, metrics, voilà. Metrics, c'est accuracy. Alors, les metrics, il y en a beaucoup de metrics que si vous voulez les mesurer au cours d'apprentissage. Alors, ici, donc, je vais utiliser accuracy. Et après, voilà, donc j'ai créé le modèle. J'ai juste affiché au niveau de l'interface graphique comme quoi le modèle est créé. Et là, je vais juste afficher une image du modèle. Bah, quelle image que je vais faire? Je vais juste faire quelque chose comme ça, CTRL-C. Je vais faire un truc comme Paint. Je fais CTRL-V. Je vais accéder voilà, dans Assets. Je vais prendre le chemin Show in Explorer. Assets. Je peux créer un dossier image et après je vais faire enregistrer sous. Je vais enregistrer ici dans le dossier, je vais l'appeler model. Model.png. Je suis en train de tricher. Je ne vais pas dessiner le vrai modèle, mais c'est juste une image qui représente le modèle. Donc, à moi, si vous avez une autre idée. Alors ici, donc, une fois que je crée ça, je vais juste définir une variable de type boolean que je vais appeler model created de type boolean. Et une fois que je crée le modèle, une fois que je termine la création du modèle, je vais utiliser this.model created égale à true. Pourquoi? Parce que ici, dans mon exemple ici, je vais créer à nouveau, donc je vais créer un div classe égale panel primary div classe panel heading, toujours, je reprends la même chose. Donc ça c'est le modèle. Donc ça c'est le modèle. Et je vais faire classe panel body
Et dans panel body, donc je vais créer en fait un div qui va une ligne. Classe. Donc ça c'est row. Div. Call MD. Bon, je vais prendre 4 colonnes. Et ici, donc, je vais afficher l'image. Et pour afficher l'image, je vais utiliser IMG. Alors, c'est quoi la source? Ben, la source est asset / modèle.png. Mais cette image-là, quand est-ce que je vais l'afficher? Je vais l'afficher quand le modèle est créé. Donc, c'est-à-dire, je vais juste utiliser un test ici. Ben, si vous voulez, ngIf modèle created. Alors, vous voyez donc ici, donc, je crée le modèle. J'ai les différentes couches de neurones. Ici, donc, voilà, à la fin, j'initialise. Et je regarde. Je vais regarder un peu ce qui se fait. Alors, voilà, bon. Ça, c'est la première partie, donc on a déjà vu, c'est les tenseurs, etc. Et là, voilà, je vais créer le modèle. Alors, bon, ça marche. Vous avez quelque chose. Ça, c'est de la tricherie, n'est-ce pas? Alors, en fait, le modèle qu'on a créé, ça ressemble à ça, en quelque sorte. La seule différence, c'est quoi? C'est que nous avons ici 10 neurones dans la couche cachée, n'est-ce pas? Mais c'est toujours, donc ici on a utilisé sigmoid, là on a utilisé softmax, et la fonction que nous avons, l'optimizer c'est Adam, et nous avons utilisé mean squared error qu'on a minimisé avec Adam, et avec une vitesse de learning rate de 0,001. Okay. Alors maintenant, le modèle est créé, ben, il reste des choses à faire. Maintenant, il faut l'entraîner, n'est-ce pas? Alors, pour l'entraîner, alors là, je crois que le temps, c'est un peu, ça se précise, n'est-ce pas? Donc, il faut que je vois maintenant le moyen le plus rapide pour vous montrer les autres fonctionnalités. Voilà ce que je vais faire. Parce qu'en fait, il faut que je vous montre également l'exemple avec ML5. Hein? Alors, ce que je vais faire, c'est que... Alors, d'abord, juste pour vous donner une idée. Donc ça, c'est pour la création du modèle. Alors pour le chargement du dataset, donc en fait, il y a une technique que vous pouvez voir vous-même. Donc j'utilise http client.get. Je vais charger donc le point CSV et après que je vais traduire dans un tableau. Après, là, en quelque sorte, avec TypeScript, je vous montre comment parser, comment lire un fichier CSV et de le stocker dans un tableau, en résumé. Alors après, vous pouvez le faire de plusieurs manières. Une fois que j'ai ça, donc je vais entraîner le modèle. Alors pour entraîner le modèle, ben, j'ai besoin de faire quoi? Ben, tout simplement, vous utilisez 10.model.fit. Alors, qu'est-ce que je lui donne? Les inputs. Alors pour moi, c'est quoi les inputs? C'est des tenseurs. C'est des tenseurs qui représentent les données de input. Et c'est quoi target? C'est le output. Alors pour moi, le output, donc ici, vous voyez donc les différentes classes que j'ai, donc les 3 classes que j'ai. Et voilà. Et quand je fais fit, donc je vais lancer l'apprentissage. Alors en gros, grosso modo, qu'est-ce qu'il va faire fit? Ben, il prend chaque ligne, il le donne en entrée, il calcule la sortie, il calcule l'erreur, okay? Le mean squared error, c'est-à-dire l'erreur quadratique. Chaque exemple, après par la suite, il utilise Adam avec la vitesse d'apprentissage, il fait la rétropropagation du gradient et il va recalculer donc les poids. Il va le faire pour tous les exemples. Mais quand il termine tous les exemples, parfois ce n'est pas suffisant parce que le nombre de données n'est pas très important. Alors pour cela, on a besoin de faire en plusieurs époques. Ça veut dire quoi plusieurs époques? La première époque, j'ai passé donc les 120 exemples et après je reprends à nouveau dès le départ. Donc je vais repasser les 120 exemples combien de fois? Plusieurs fois. Alors ici, donc c'est pour cela que vous spécifiez le nombre d'époques. Alors ici donc le nombre d'époques, ici donc je vais utiliser 100.
100 époques, c'est une variable également qui est utilisée là. Et après, pour chaque époque, si vous voulez qu'il vous affiche la précision, j'ai besoin de lui donner donc le input test et target test. C'est-à-dire à chaque fois qu'il finit pour une époque l'apprentissage, il va faire le test avec les données de test et après il vous affiche au fur et à mesure. Donc il le fait plusieurs fois. Et moi ce que je fais, je vais utiliser des callbacks, c'est-à-dire au moment de l'apprentissage, je vais utiliser on epoch end, c'est-à-dire à la fin de chaque époque. Quand il termine une époque, qu'est-ce que je vais faire? Je prends tout simplement l'époque actuelle, je vais la stocker dans une variable current epoch. Pourquoi? Parce que j'ai un slide bar qui va avancer en fonction du nombre d'époques. Je vais afficher loss, c'est-à-dire l'erreur, et je vais également afficher donc la précision qu'il a obtenue dans l'époque. Alors, bref, alors ça c'est pour... je reviens à l'exemple parce que le temps, il est... Je vais arrêter ça, celui-là. Alors, juste pour vous montrer en fait ce qui reste pour l'application. Donc, ng surf. Voilà, alors je reviens donc l'exemple, voilà. Donc le lien, vous l'avez sur le slide, donc ça c'est le code, vous pouvez le télécharger sur GitHub. Alors comme je disais, donc la première étape, c'est de voir comment faire le calcul sur les tenseurs, transposer, ReLU, sigmoid, etc. Deuxième, c'est créer le modèle. Le modèle est créé. Et après, charger les données. Alors les données, ils sont là. Alors là, donc, mon dataset, on n'est pas obligé d'afficher le dataset parce que souvent, la quantité de données, c'est juste si vous voulez visualiser. Et après, j'ai train. Alors, train, donc, c'est l'entraînement. Donc, forcément, ici, vous voyez l'évolution. Ce que vous voyez là, c'est les époques. Comme j'ai utilisé 100 époques, à chaque fois, le slide, donc, il varie de 0 jusqu'à 100. Quand il atteint 100, donc, c'est qu'il a terminé les 100 époques. Et là, je vois donc la précision au fur et à mesure, plutôt l'erreur. Je vois la précision, c'est de l'ordre de 0,96. C'est intéressant. Et après, Evaluate. Alors, si vous cliquez sur Evaluate, ici, donc, je vois, donc ça, c'est l'évaluation, c'est à 100%, en tout cas pour les exemples de tests que vous avez. Et après, qu'est-ce qui reste? Bon, il reste donc, vous faites le test. Vous saisissez quelques données, prédictions. Et après, vous-même, vous pouvez changer les valeurs. Et vous faites les prédictions. Vous enregistrez le modèle. Et si vous redémarrez l'application, vous chargez le modèle et vous avez le modèle déjà qui est entraîné. Bref, alors ça, sans doute, si vous êtes dans cette logique-là, vous suivez les consignes de la vidéo avec le code source. Si vous faites cet exemple, c'est que vous aurez compris comment aborder n'importe quel problème de machine learning avec les réseaux de neurones, c'est de l'apprentissage supervisé, d'accord? Alors maintenant, vous voulez faire du deep learning, donc forcément, vous aurez besoin d'utiliser d'autres types de modèles. Alors, en tout cas, pour utiliser, par exemple, des modèles basés sur CNN, vous allez voir la création du modèle. Bon, ça, c'est un simple modèle. Ça, c'est l'enregistrement. Voilà. Alors, déjà, pour utiliser, rappelez-vous, donc, CNN, c'est Convolution Neural Network. Alors, si vous voulez créer un modèle, donc vous utilisez toujours séquentiel. Ici, donc, add. Alors, remarquez les couches maintenant. Ce n'est plus dense. Donc, vous utilisez tflayers.convolution de D. C'est un filtre de convolution, cette fois-ci. Parce que dans chaque couche, on va utiliser un filtre de convolution. Il y a input shape. Alors, ici, donc, j'ai pris le cas des images de 28 pixels x 28 pixels. Ça veut dire input shape, c'est tout simplement 28 lignes x 28 colonnes. Et comme c'est une image blanc et noir, c'est-à-dire un bit ici, kernel size,
Parce que quand vous faites un filtre de convolution, vous avez besoin de connaître la taille du filtre. Hein. Ici, donc, c'est 5, c'est-à-dire c'est un filtre de 5 x 5. Alors, quand vous faites un filtre de convolution, vous vous déplacez sur l'image. À chaque fois que vous faites le déplacement, combien de pixels? Alors ici, donc, c'est stride 1. À chaque fois que je me déplace, si vous voulez, c'est comme si vous prenez une matrice de 5 x 5, vous prenez et vous scannez votre image pour faire un filtre de convolution. Ici, c'est 1. Et dans le cas de CNN, généralement, l'activation, on utilise souvent ReLU. Très, très pratique. Oui, Simstari va nous dire beaucoup de choses parce que c'est vraiment un spécialiste dans ce domaine-là. Et il y a plein de choses qu'on pourra peut-être discuter. Alors, quand vous faites donc la couche de convolution, vous avez besoin d'ajouter une couche de max pooling, le pooling. Rappelez-vous donc, le pooling, c'est quoi? Pour chaque, je vais prendre par exemple ici un pool size de 2 x 2, c'est-à-dire je vais prendre une matrice 2 x 2. Pour chaque groupe de 4 pixels 2 x 2, je vais prendre le maximum. Je vais prendre que les valeurs les plus importantes. Alors, donc l'image, je vais réduire la taille de l'image. Après, je vais ajouter encore une autre convolution de D. Max pooling, convolution de D, max pooling, vous faites plusieurs fois. Alors maintenant, quand vous êtes dans un réseau des grandes images, vous avez besoin de créer un modèle cette fois-ci dans lequel vous mettez beaucoup de choses. Mais il y a combien de neurones que vous mettez cette fois-ci? Mais c'est beaucoup. Regardez, déjà à l'entrée, c'est 28 fois 28. N'est-ce pas? Donc, si vous faites le calcul du nombre de couches, donc quand vous allez faire l'entraînement, il ne faut pas s'attendre à ce que ça se termine assez rapidement, comme je viens de vous montrer. Et si vous n'avez pas des GPI, vous avez des trucs distribués, vous allez attendre un peu de temps à ce niveau-là. Alors, en tout cas, vous avez ici donc une fois que vous créez donc le modèle, vous avez quoi d'autre? Max pooling, vous avez voilà la même chose. Oui, à la fin. Donc vous faites convolution, max pooling, mais à la fin, il faut faire ce qu'on appelle un flatten. Flatten, c'est-à-dire, vous allez prendre les images, vous allez soi-disant, les stocker sous forme d'un vecteur, c'est-à-dire une seule couche, cette fois-ci fully connected. Et à la fin, c'est cette couche-là qui est la plus importante, c'est elle qui permet d'extraire les caractéristiques des images. Alors forcément, si vous revenez sur les détails de CNN, vous pouvez voir comment ça se passe. Alors, ici, donc ça c'est l'exemple. Moi, ce que je vais vous montrer dans la démo, et que vous pouvez voir par la suite, j'ai ici un exemple dans lequel je vais utiliser Emil5.js. Alors, la même chose, donc, en principe, je crois que je n'aurai pas le temps de vous détailler ça. J'essaie. Alors, dans cet exemple-là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais utiliser, voilà l'exemple. Voilà. Alors, je vais utiliser donc Emil5.js et je vais utiliser un modèle pré-entraîné. Bon, c'est-à-dire, en réalité, pour faire ça, bon, il faut créer un modèle CNN avec beaucoup de couches, il faut l'entraîner avec plein de choses. Ben, je vais utiliser MobileNet. Donc, ça, il va être téléchargé. Une fois qu'il est téléchargé, donc, je vais l'utiliser. Et après, je vais lui donner donc, les images que je prends directement à partir de la caméra de la vidéo. Et pour faire donc l'entraînement, alors c'est ce que vous allez voir ici. Voilà. Ah, c'est pas le bon.
Plutôt, donc, c'est ici. NG serve. Ah, je ne suis pas dans le projet. C'est une bonne chose. Ouais. Alors voilà donc l'exemple. Qu'est-ce qu'il fait? Donc toujours c'est une application Angular. La première des choses, c'est qu'il va utiliser la caméra de votre ordinateur. C'est celle-là. Et après, vous avez... Bon, ce qu'il fait déjà, c'est on regarde un petit peu les outils de développement. Et il a déjà téléchargé. Alors si vous regardez dans le... Bon, ici, donc, je ne l'ai pas affiché, donc je vais vous l'afficher tout à l'heure. Il a téléchargé MobileNet comme modèle, mais quand vous regardez le modèle, si vous l'affichez, vous trouverez exactement ce que je viens de vous montrer tout à l'heure. Convolution de D, max pooling, convolution de D, vous trouverez tous les paramètres du modèle. Et après, ce que je vais faire, donc, je vais l'entraîner. À partir de MobileNet, vous pouvez utiliser un modèle qui s'appelle Feature Extractor. C'est un modèle qui permet d'extraire les caractéristiques d'une image. Alors, ce que je vais faire ici, donc, je vais par exemple lui demander de prendre des objets comme une bouteille. Bouteille. Voilà, je vais lui dire que ça, c'est une bouteille. À chaque fois que je clique, il va prendre la bouteille. Donc, c'est-à-dire, en quelque sorte, je viens de lui donner en input combien d'images. Bah, ici, donc, je lui ai donné ça. Et pour chaque image que je lui donne, je lui dis que ça, c'est une bouteille. Après, je vais lui donner un autre objet. Alors, microphone. Je viens un peu dégager, mais en fait, ce n'est pas vraiment un problème. Alors, microphone. Bon, sur plusieurs... Vous pouvez lui ajouter des objets. Alors, si vous voulez faire la reconnaissance des objets, bon, vous n'avez pas qu'à lui montrer. Après, vous faites train. Alors, il va faire l'entraînement. Là, vous voyez donc là l'évolution de l'erreur. Ça ne prend pas beaucoup de temps, il n'y a pas de GPU. J'ai essayé donc de motif, si vous voulez. Alors là, il ne faut pas voir 60% parce qu'en fait, MobileNet, il utilise par défaut 60 époques. En fait, ça, c'est un paramètre mais normalement, il a terminé, en principe. Et quand il termine, il vous affiche ici. On va lui dire ça. Voilà. Alors, vous allez juste regarder un petit peu ce qui se passe en haut. Ce n'est pas bien affiché. Alors là, vous lui montrez, il vous dit que ça, c'est une bouteille. Et après la précision, vous êtes c'est à 0,99. Il est sûr que c'est une bouteille. Après, je vais lui donner ça, il va me dire en principe. Il va me dire que c'est un microphone. Oui, micro. Alors en fait, bon, ça veut dire qu'en fait, il prend pas l'image, il apprend pas l'image, mais il apprend les caractéristiques. Il sait que c'est une bouteille. Ben, je peux lui donner une bouteille plus petite que celle-là, il va me dire que c'est une bouteille. Plus grande, inversée comme ça, il va me dire que c'est une bouteille. Alors là, je suis en train d'utiliser, ça c'est du... je ne suis pas une bouteille. Pourquoi alors pourquoi, en fait, il me dit que ça c'est une... Alors pourquoi il dit que c'est une bouteille? Parce que tout simplement, je lui ai donné que de classe, mais il se trouvait que quand je lui donne plutôt la bouteille, j'étais en arrière-plan, mais il a appris quand même que je fais partie de la bouteille en quelque sorte, quand il n'y a pas de bouteille, que je suis là tout seul.
Alors en tout cas, donc c'est vraiment un exemple assez pratique dans lequel je vous montre comment utiliser un modèle pré-entraîné. MobileNet, il y en a d'autres que vous pouvez utiliser dans le domaine de l'imagerie, les vidéos, la reconnaissance vocale, etc. Alors ça, vous n'avez pas besoin de passer assez de temps. Et si vous regardez le... Alors, chose que je vais faire... Alors, dans ce modèle, voilà le code. Alors, c'est toujours... Il n'y a vraiment pas grand-chose, quelques dizaines de lignes de code. Moi, ce que je vais juste faire, c'est que je vais charger, une fois que je vais le charger, je vais l'afficher. Voilà, MobileNet, ben, je le fais déjà. Donc, une fois qu'il va télécharger, console.log, feature et extractor classifier. Et si je regarde aussi, je vais afficher console.log 10.mobile.net extractor. Bah, il recompile à chaque fois. Ça, vous le savez, donc quand vous faites une modification, il va recompiler, il va charger. Voilà. Alors, ici, donc, je devrais loguer ici. Voilà, il est log. Alors, si vous cherchez votre modèle, bah, vous pouvez voir maintenant votre modèle, qu'est-ce qu'il contient. Vous avez batch size, vous avez etc. Les layers, combien de les différents layers de convolution utilisés. Et de toute façon, c'est vraiment c'est l'un des modèles pré-entraînés qui sont très connus et qui sont souvent utilisés dans le domaine de l'imagerie et la surveillance vidéo, etc. Donc, si ça vous tente, vous pouvez toujours voir cet exemple-là. Alors, la même chose, donc vous avez le lien pour télécharger le code source et vous pouvez le tester vous-même. Elle est là. Ça, c'est l'exemple. Toujours, il est basé sur Angular. Je vous conseille de le voir. Malheureusement, je voulais vous montrer tout ça, mais je sais que je suis parfois trop ambitieux. J'essaie de faire beaucoup de choses, mais tout ce que je ne fais pas aujourd'hui ici, je vais le faire quelque part ailleurs. Et après, peut-être vous allez suivre les épisodes dans la suite. Si toute la démonstration, je les partage sur la chaîne YouTube. Donc, ça veut dire que forcément, ce n'est pas en 2 heures ou bien en 3 heures que vous allez dire, ça y est, je sors. Mais au moins, vous avez quelques éclaircissements. Alors, le dernier exemple d'application que je vous montre, que j'ai préparé, mais cette fois-ci, c'est du Java. Alors, l'exemple, c'est avec Deep Learning 4J. Alors, en fait, dans cet exemple de Deep Learning 4J, la même chose. Donc, vous allez voir finalement qu'avec Deep Learning 4J, vous avez presque le même principe. Comment créer un modèle, comment l'entraîner. Alors maintenant, après, c'est le code qui change. Alors, je vous donne juste l'exemple que j'ai utilisé ici. Ça, c'est pour un réseau CNN. Ben, je crée un multi-layer configuration. J'utilise donc l'optimizer, updater. J'utilise les convolution layer. Et après, donc, j'utilise ici donc, le pooling, convolution, pooling, dense layer. Ça, c'est fully connected à la fin. Et vous avez presque le même principe à utiliser. Alors, dans cet exemple, qu'est-ce que je montre? Juste un exemple d'utilisation. Donc, je vais exécuter l'application. D'abord, pour voir l'exemple avec JavaFX. Alors, dans cet exemple, donc ça c'est un exemple d'un dataset qui est très connu, c'est Imnicy. Imnicy, donc c'est juste
un dataset des images dans lequel vous avez des zéros et des 1, enfin de 0 jusqu'à 9. Hein. Et après, donc, un ensemble d'images pour lesquelles donc, le modèle va apprendre, c'est-à-dire ces chiffres. Et après, une fois alors c'est utilisateur. Immunity PNG. Alors voilà donc le dataset que j'utilise ici, donc training. Alors qu'est-ce que vous avez? Vous avez chaque dossier, 0 par exemple. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient que des petites images de 28 x 28 dans lesquelles je mets des zéros. Vous voyez donc il y a combien d'images? Il y a beaucoup d'images. Ici la même chose. Dans 1, j'ai que des images avec des 1. Bon, ça c'est un dataset qui est très connu dans le domaine de deep learning. Vous avez jusqu'à 9. Alors moi ce que je fais, la même chose, donc je crée le modèle, ben, je vais lui donner toutes ces images-là, mais pour toutes ces images, je vais lui dire ça c'est un 0, ça c'est un 1, ça c'est... Et après il va faire l'apprentissage, et après au résultat, quand j'exécute mon application, voilà ce qui va se passer. Alors l'application, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, je vais dessiner, je vais dire par exemple 1, entrée. Alors vous voyez ici donc, il a bien compris qu'un pourcentage c'est un, ça c'est un 1. J'efface 1. Là c'est 1, mais avec un pourcentage relativement, parce que là il commence à faire une confusion avec 7, etc. Je fais un 2 par exemple. Ben, il sait que c'est un 2. Je vais faire un 6. C'est un 5. Alors ça veut dire là, il s'est trompé. C'est-à-dire qu'en fait, le modèle que j'ai fait dans l'apprentissage, c'est pas... De temps en temps, il peut se tromper. Mais quand il se trompe, je vais lui dire, voilà, learn this digit. Donc, c'est-à-dire, pour ça, je lui dis, c'est un 5. OK. Ah, c'est un 6. C'est un 6. Alors, je reprends. Alors, attendez. Alors, comme quoi, quand l'expert se trompe, il faut s'attendre aussi que le modèle se trompe également. En tout cas, donc vous lui dites, et après, automatiquement, il apprend à nouveau, et après, à un moment donné, donc vous allez trouver au fur et à mesure, il devient plus performant si vous voulez. Donc ça, c'est un exemple assez intéressant également que vous pouvez voir, et ça vous donne une idée comment créer des modèles, notamment basés sur CNN. Alors, j'étais sur 6. Alors là, il est sûr, bon, parce que là, j'ai écrit... Alors là, il n'est pas sûr, donc je vais lui dire que... Ah. Alors ça, c'est un 7, oui. Je prends 3 par exemple. Et 9. 8. Alors 8, voilà. Ça, c'est un cas intéressant. 8, ben, pour moi, il me dit que c'est un 3. Alors, comme c'est un 3, je vais lui dire, non, c'est pas un 3, c'est un 8. Et après, je lui dis, non, c'est un 8. Ben, normalement, vous voyez donc, cette fois-ci, là, je n'ai pas changé l'image, mais il a compris que c'est un 8. Ben, tout à l'heure, bon, normalement, il faudrait qu'à chaque fois que je fasse... Alors, bref, donc ça, c'est également un exemple... c'est un exemple intéressant que vous pouvez voir, mais cette fois-ci, ce n'est pas du JavaScript, c'est du Java. Hein, c'est Deep Learning 4J. Mais pour l'apprentissage, parce que là, je vous ai montré le modèle déjà qui est entraîné. Alors, je vais lancer l'apprentissage et vous allez quand même voir que ce type d'exemple, même si c'est des petites images, ça prend quand même
du temps. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que quand j'exécute, ben, il va commencer à charger les données à partir des dossiers que je vous ai montré tout à l'heure. Et après, une fois qu'il va les charger, ben, il va commencer à faire l'entraînement avec un certain nombre d'époques. Et au moment de l'apprentissage, je vais juste afficher l'évolution de l'apprentissage du modèle. Avec Deep Learning 4G, j'ai démarré ici un listener. CUI server que vous pouvez voir. Voilà, donc ça c'est, j'affiche le modèle en format JSON. Bref, si je vais en localhost, le port C9000, ben je peux voir avec Deep Learning 4G, vous pouvez voir votre modèle. Ça, c'est ce qui est intéressant. C'est-à-dire, vous pouvez déjà voir un overview sur lequel vous pouvez voir l'évolution de l'erreur. Bon, ça, c'est ce que vous allez attendre parce qu'il n'a pas terminé. Normalement, ça prend assez de temps. Et vous pouvez voir le modèle lui-même. Et là, vous avez input, convolution, chaque couche de votre neurone. Vous pouvez la consulter, vous pouvez consulter donc en quelque sorte ce qui se passe au niveau de la couche. Vous avez pas mal d'informations que vous pouvez suivre, c'est-à-dire en cours d'apprentissage. Okay. Alors, overview. Alors, là, en principe, un exemple comme ça, avec un dataset de petites images, ça tourne autour de 20-30 minutes donc pour chaque exécution, si pas quand même c'est acceptable. Si vous passez vers les GPU, donc c'est très rapide parce que là, j'utilise pas de GPU dans cette machine. Mais il faut savoir une chose, c'est que quand vous avez des images qui sont très grandes, ben, il faut s'attendre pour une machine comme celle-là. Parfois, ça prend 20 heures, 50 heures, 70 heures et parfois des journées. Ça prend du temps. Donc, voilà la raison pour laquelle je vous ai dit qu'en principe, le calcul parallèle, SimStery, il est très, c'est un spécialiste dans ce domaine. Vraiment, il sait très bien que la solution de ces réseaux de neurones vient des calculs parallèles. Alors, pour le moment, c'est les GPU qui sont utilisés dans la pratique, mais même avec les GPU, on estime que les gens qui travaillent dans la recherche dans SimStery travaillent sur peut-être de nouveaux modèles de parallélisation qui viendront dans le futur. Et on estime également que les prochains ordinateurs quantiques, si vous entendez parler, ça devrait être également l'une des solutions, c'est-à-dire de ce temps de calcul, parce que ça va changer beaucoup de choses. Alors sur ce point-là, donc je vais m'arrêter parce que sincèrement, j'aimerais bien rester là toute la journée, mais je sais que vous êtes fatigué, moi je suis fatigué. Il faut qu'on s'arrête à un moment donné. Alors en tout cas, ce que vous notez, c'est que vous avez quelques adresses à travers lesquelles vous pouvez télécharger. Donc déjà sur la chaîne YouTube, vous trouverez des vidéos, des démonstrations que je fais d'habitude, ça vous aide à faire ça. Sur SlideShare, vous trouverez le support de cours. Et sur ResearchGate, bon, ça c'est les trucs de recherche, les articles et tout ça. Et sur GitHub, vous trouverez les exemples, le code source. Si vous téléchargez, après, sincèrement, quelqu'un qui veut faire quelque chose, il peut toujours le faire. Parce qu'il y a beaucoup de ressources sur... le matin, les intervenants en ont parlé. Il y a monsieur Google et monsieur YouTube. C'est vraiment... Ça, c'est le sens du partage. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc, si vous avez des questions, on peut toujours en discuter comme on est là.